Très bien, bah écoutez, merci d'être là. Je vous invite à bien rentrer dans la salle, peut-être à fermer derrière vous, ça donne le sentiment que ça a commencé et ça fait venir les autres en règle générale. Donc l'idée, hein, c'est de discuter pouvoir public, mais également opérateurs, puisqu'on a une association sur l'amélioration de la prise en charge à domicile. Et donc c'est Cathy Jean-Didier hein, qui nous rejoint, c'est bien ça, qui est directrice de maintien à Dôme à Mantes-la-Jolie. Voilà, donc ça correspond bien au fait hein, qu'on a à la fois des pouvoirs publics et puis des structures d'aide à domicile et qui ensemble vont discuter avec vous de comment améliorer la prise en charge des personnes à domicile. Alors on va commencer de suite avec donc les représentantes des deux conseils départementaux du 78 et du 92 qui vont nous présenter quelques axes hein, de travail. Allez-y, je ne sais pas en général quand on prend le micro, il se met à marcher. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, on va faire une intervention à deux. Hein. C'est la particularité du département des Yvelines et de celui des Hauts-de-Seine depuis quelques années, c'est de travailler à des rapprochements aussi bien des directions que de nos politiques. D'où notre intervention avec Adeline Rosier de Roubaix, commune sur cette table ronde. Nous avons été sollicités pour intervenir sur comment améliorer la prise en charge et volontairement, vous avez vu, on a repris le terme l'accompagnement. Hein. Pour nous, on est plutôt dans l'accompagnement que dans la prise en charge. On essaye un petit peu de proscrire ce terme de prise en charge qui a des connotations pas toujours positives. On intervient à 3 titres. Si on peut pas... Ah oui, c'est moi qui ai là. Pardon. Les départements, hein, vous le savez, sont effectivement compétents en matière d'action sociale. Hein. La loi d'adaptation de la société au vieillissement, elle a réaffirmé ce rôle en réaffirmant la position du département en tant que chef de file de l'action sociale et notamment en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. On intervient également au titre de la MDPH puisque les départements portent la tutelle administrative des groupements d'intérêt public MDPH. Et, si je puis dire, 3e casquette, depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement, les départements organisent le fonctionnement des conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, qui est une mission qu'on réalise avec un certain nombre d'acteurs hein, qui sont membres de cette conférence, mais le département porte l'organisation. Voilà, donc on s'est dit quitte à intervenir aujourd'hui, on allait prendre ces 3 casquettes que la loi nous a dévolues, de manière à répondre de manière concertée. On va essayer d'être assez succinct parce qu'on est nombreux sur cette table ronde. Une intervention en 4 temps. Tout d'abord, rappeler qu'effectivement pour nous, le premier objectif, vu nos missions, c'est d'assurer une évaluation de qualité et que les usagers qui sont en situation de dépendance ou de perte d'autonomie puissent être évalués par nos équipes de manière qualitative. Donc je reviendrai dessus. Deuxième temps, c'est de favoriser le développement de services en lien avec les besoins des personnes. Ça, c'est la force des départements de pouvoir disposer d'une force d'ingénierie sociale à l'œuvre. Et avec effectivement une présentation également des enjeux de coordination, de co-responsabilité. Nous ne sommes pas seuls. Vous êtes tous parmi dans cette salle et sur cette table ronde engagés également dans ces actions. Et on a un enjeu fort de coordination pour réaliser des choses intéressantes et qui servent vraiment les publics. Et puis on vous donnera quelques exemples qui sont développés par nos collectivités. Alors tout d'abord, effectivement, sur la question de l'accueil et l'évaluation, quelques données. Hein. Dans les Yvelines, nous avons près de 200 agents qui accueillent, accompagnent, évaluent les situations des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine. Tu te souviens du nombre de personnes? On est à peu près 200 à la direction de l'autonomie avec prestations comprises et 130, 140, je passe le contrôle de la DGA, ouais. À la maison départementale des personnes. Voilà, donc des équipes importantes pour assurer cet accompagnement et avec un enjeu fort sur l'évaluation. Donc on forme régulièrement les équipes, hein, il y a la formation initiale, il y a la formation continue qui est assurée en interne. Et l'objectif, c'est bien d'évaluer au regard du projet de la personne et de ses attentes. Hein. Donc il y a des grilles, il y a des référentiels nationaux qu'on utilise. C'est bien sûr le cadre. Et comme nous sommes en maison départementale de l'autonomie où nous avons lié nos activités d'évaluation des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, nous avons créé un outil qui soit commun à ces deux publics. Voilà.
Du coup, moi, je prends la suite sur l'entourage, cette question de l'entourage et des aidants, qui a donc été mise en avant fortement par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, puisqu'elle rentre dans l'évaluation. Aujourd'hui, la question, dans l'évaluation à domicile, on évalue la place de l'aidant. Donc, on estime qu'il y a 8 à 11 millions d'aidants aujourd'hui en France. Et c'est une question à laquelle on est de plus en plus effectivement sensibilisé. Il y a eu la Journée nationale des aidants. L'aidant, il peut être un enfant qui est salarié en entreprise et effectivement aussi un conjoint. On sait que les conjoints, notamment de personnes atteintes d'Alzheimer, décèdent très souvent avant la personne qu'elles aident, donc c'est un enjeu majeur. Et puis aussi, l'évolution de la société fait que lorsque la personne est isolée, souvent ces enfants peuvent être aussi géographiquement un peu loin. D'où la nécessité, nous, de nous moderniser et de permettre à ces aidants qui sont loin de contacter nos services facilement, de pouvoir avoir des téléprocédures, des contacts téléphoniques suivis. Et donc, c'est à nous de nous adapter à cet entourage. On reviendra un peu sur les actions. Les partenaires, ils sont nombreux et peuvent varier un peu selon les départements. Cela dit, on s'appuie sur un réseau qui est assez dense côté notamment personnes âgées, avec les clics coordination gérontologique. La personne va souvent quand même en réseau de proximité taper à la porte de sa mairie sur une première information. Mais aussi, donc, évidemment, le conseil départemental avec ses équipes, les réseaux de santé, on en a 3, et je sais que sur les départements des Yvelines, vous êtes bien couverts aussi, en réseau de santé gérontologique, les MAIA avec leur dispositif de coordination, et qui ont vraiment introduit des méthodes de gestion de cas, de suivi des personnes, avec de la coordination dont je pense que, qui est amenée à se perpétuer et sur laquelle il faut qu'on capitalise. Alors nous, on est un département avec 36 communes, donc c'est un département assez simple, entre guillemets, bien que très dense. Mais tous ces partenariats, il faut les penser. Et il ne faut pas oublier évidemment l'aspect santé, le médecin généraliste, l'infirmière, le SAD et toutes les questions aussi de ce SPASAD et comment on fait travailler tous ces gens ensemble. Alors pour un public toujours plus nombreux, l'enjeu qui nous attend sur la question donc personnes âgées, c'est celui de l'arrivée des baby-boomers dans la dépendance. Donc on estime que les premières générations du baby-boom auront 78 ans en 2024 et 88 ans en 2034. On sait que l'âge de la dépendance, le pivot, c'est à peu près à 85 ans. Vous avez environ 4% des personnes qui vivent en établissement avant 85 ans, entre 75 et 85. Et puis après 85, ça bascule et on passe à 17% qui vivent en établissement. Donc réussir, entre guillemets, ce maintien à domicile, notamment à cette barrière un peu fatidique des 85 ans, c'est tout l'enjeu qu'on va avoir et toute cette génération du baby-boom qui va arriver. Une génération donc il y a un enjeu quantitatif, il y a aussi, je dirais, un enjeu qualitatif. Ce sont des personnes qui, quand même, alors Madame la petite frère des petits frères des pauvres approfondira dessus, mais qui ont appris à manier les nouvelles technologies, ont aussi des exigences, des besoins, sont souvent propriétaires de leur logement, donc ont envie de rester à domicile. Donc cet aspect qualitatif, il va falloir qu'on le prenne en compte. Et pour les personnes en situation de handicap, notre défi, c'est l'inclusion et de maintenir les personnes en habitat inclusif, on le verra, dans la cité, tant que c'est possible et pour toutes celles pour lesquelles c'est possible. D'accord, merci. Donc c'est ce que vous voulez nous présenter dans un premier temps. Voilà. Donc pour bien comprendre, vous avez développé du coup des outils de travail en commun, les 2 conseils départementaux, c'est ça, sur toute l'évaluation, tout ce process-là, c'est vraiment des choses que vous travaillez ensemble. On a surtout un schéma commun qui vient d'être voté. C'est ça. Notre schéma de l'offre sociale et médico-sociale et interdépartementale. Il vient d'être voté de la même façon par nos 2 départements. Et sur tous les champs, donc de l'autonomie jusqu'à la petite enfance, voilà. Donc c'est extrêmement ambitieux. Et l'insertion. Très bien, et ça c'est tout récent. Et ça c'est tout récent. Et c'est assez unique, mais c'était lié au fait que les 2 départements étaient en phase de rapprochement avancé, et donc c'est passé par un rapprochement sur des coopérations de travail, y compris dans le secteur social, puisque c'est une très grande partie des compétences départementales. Très bien. Peut-être je vais me tourner vers les opérateurs, si on peut dire. Donc Maintien à Dôme et les petits frères des pauvres. Florence Pougnier,
ça vous parle, tout ça? C'est des choses, la coopération, pour faire le lien avec ce qui a été dit, la coopération avec le conseil départemental sur, alors non pas la prise en charge, mais l'évaluation des besoins et derrière l'accompagnement des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne de façon fluide? Effectivement, ce qui vient d'être dit par mesdames des conseils départementaux, nous y souscrivons complètement. On est dans une société, au sein des Petits Frères des Pauvres, nous travaillons à favoriser le maintien du lien social pour les personnes âgées de 60 ans et plus, en situation d'isolement et de précarité. Bien évidemment, ces personnes étant fragiles, elles ont besoin de toute la complémentarité de nos savoir-faire. Et en particulier, tout ce qui peut être fait en matière de mise en place d'aide et de soins est complété par les bénévoles qui agissent au sein de nos équipes et qui permettent donc le maintien ou le rétablissement du lien social. Autant vous dire que nous sommes vraiment main dans la main, et pour sécuriser une personne dans tous ses souhaits, comme vous venez de le préciser, donc pour que la personne puisse vieillir en se voyant respectée dans ce qu'elle est, eh bien tous nos savoirs et nos places sont très importantes, et nous nous complétons extraordinairement bien. Au sein des Petits Frères des Pauvres, nous avons 3 missions. Nous avons la mission d'accompagner, d'agir collectivement, et aussi la mission de témoigner et d'alerter. Et au sein de cette mission-là, donc, vous nous avez parlé de poil à gratter tout à l'heure. Effectivement, nous essayons de mener nos actions tout en éveillant la conscience de l'ensemble de la population sur l'extrême fragilité et la précarité des personnes donc, qui avancent en âge. Comme en témoigne le 1er octobre dernier. Je ne sais pas si vous avez vu une de nos actions emblématiques, le 1er octobre, les fleurs de la fraternité, qui témoignent et qui permettent de faire passer une fleur et d'aller vers des personnes âgées isolées. Ce sont des actions qui sont destinées à marquer le public et surtout à les faire réagir à l'isolement et à participer avec leurs moyens à rompre cet isolement des personnes âgées et précarisées. D'accord, merci. On va partager comme ça. Oui, donc Cathy Jean-Didier, effectivement, pour enchaîner. Donc vous dirigez Maintien à Dôme, qui est à Mantes-la-Jolie. Oui. Peut-être dire deux mots sur votre structure, hein, ce qu'elle fait, et puis comment est-ce que se fait le passage, hein, entre une évaluation faite par un conseil départemental et vous, quand vous prenez la suite, si ça vous paraît fluide et bien correspondre aux besoins que vous observez vous aussi. Nous, on est un établissement privé qui appartient à un réseau. On s'occupe essentiellement de l'aide à la vie quotidienne des personnes âgées et des personnes dépendantes. Donc on est une structure autorisée. Au jour d'aujourd'hui, on a 5 ans de recul derrière nous et on remarque que les choses, elles ont évolué, qu'elles avancent. Au niveau de l'évaluation, c'est vrai que la restructuration avec la personne âgée et la personne handicapée a permis de mutualiser quand même et d'avoir des gens plus directs. En fait, en direct, ça nous a facilité les échanges. Entre le moment où l'APA est mis en place et nos structures, on est souvent d'accord sur l'évaluation. Donc ça, c'est quand même un gage de qualité, hein, sur les travailleurs sociaux du département. On n'a pas vraiment de décalage entre ce que nous, quand on intervient, et l'évaluation qui est faite, parce qu'il y a quand même un temps donné. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Après, c'est vrai que nous, maintenant, dans les évaluations, on commence à inclure les aidants. C'est quand même un sujet qui est même très très important. Et on se rend compte que ce qui a le plus évolué, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on prend de plus en plus en charge des gens qui sont dans des situations d'autonomie compliquées. Et les familles sont aussi en situation psychologique difficile. Et donc, on se rend compte que dans nos missions, au jour d'aujourd'hui, on intervient non seulement pour les personnes pour le plan APA, mais aussi pour leur famille. Et c'est là-dessus que c'est en train d'avancer très vite. Et c'est là qu'il va falloir utiliser des leviers et voir sur quoi on va pouvoir intervenir. Voilà.
Très bien, merci. Béatrice Biron, vous avez à la fois dirigé une structure d'aide à domicile et puis là, vous êtes députée actuellement. Alors, vous nous l'avez dit dans la table ronde précédente, vous n'êtes pas à la commission des affaires sociales à ce stade. Néanmoins, vous pouvez quand même observer, puis c'est comme une élue du territoire, ce rapprochement entre deux départements, le fait de travailler avec les structures, vous qui avez observé ça, qui vivez sur ce territoire également, est-ce que vous avez le sentiment que ça va dans le bon sens, que l'écosystème est en train de prendre forme, peut-être plus que par le passé, au bénéfice de la personne accompagnée? Alors oui, moi comme on a conclu lors de la dernière table ronde, donc on a terminé sur la revalorisation du métier et l'importance de la qualité de la prestation et de la professionnalisation donc des intervenantes. Moi, j'ai pratiqué donc sur ce département depuis 2010 jusqu'à 2017. J'avais déjà vu une grosse partie ou beaucoup d'améliorations, on va dire, dans la qualité de la professionnalisation. Donc on était parti d'un métier qui était peu diplômé, peu valorisé, peu rémunéré. Petit à petit sont arrivées donc des évolutions dans les conventions collectives, avec la rémunération des temps de trajet, avec des points pour pouvoir aider les intervenantes. Et ceci s'est fait donc aussi au fil de l'eau. J'imagine que depuis 2017, que je ne pratique plus, il y a encore eu quelques évolutions. J'étais partie donc après une formation sur la loi ASV et, au moment de l'implémentation donc de cette loi. Ça va dans le bon sens, tout le monde est d'accord pour dire que ça va dans le bon sens. La problématique aux yeux de beaucoup, c'est le coût et la qualité qu'ils attendent. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça? Donc il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui ont moins évolué. Donc à la table ronde précédente, on a beaucoup parlé non pas d'accompagnement, mais plutôt de prise en charge ou du coût du service. Donc on n'avait pas d'intervenant du conseil départemental sur la première table ronde. Peut-être que vous pouvez revenir vers nous pour nous parler de l'évolution de la tarification, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si vous voulez intervenir sur les questions. C'est vrai que c'est moins les questions financières qui sont au cœur de cette table ronde. Ceci étant, l'accompagnement, il va aussi dépendre des moyens qu'on y met. Donc peut-être de façon plus générale sur les moyens. Dans le schéma qui vient d'être adopté par vos deux assemblées, qu'est-ce qui est dit en termes de moyens pour améliorer l'accompagnement à domicile? Du coup, on va intervenir en doublon, effectivement, par rapport à ce que dit Madame la députée. Effectivement, ce qui s'est passé avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement, c'est aussi le basculement des services agréés dans le régime de l'autorisation. Concrètement, pour un département comme les Hauts-de-Seine, ce sont 260 services qui sont devenus du ressort du département, que nous connaissions, parce qu'ils intervenaient, nos équipes les connaissaient sur le terrain, comme nous payons sur facture, nous les connaissions à ce titre. Pour autant, nous n'avions pas de rôle d'animation ou de contrôle de ces services. Donc là aussi, il y a un choix du législateur d'un basculement brutal et qui, pour nous, s'est concrétisé par des moyens à mettre aussi dans le suivi de ces services. Donc, ce qui explique un peu aussi la nouvelle marche, la nouvelle étape qui s'ouvre devant nous. Et comme vous le disiez, qui est une étape où il faut se poser ces questions de valorisation du métier, d'accompagnement. Donc là, je laisserai Fabienne rebondir, mais tous les deux départements sont inscrits dans des conventions section 4 avec la Caisse nationale solidarité autonomie. Donc pour effectivement accompagner les services d'aide à domicile. Donc on peut financer à ce titre des actions de modernisation, mais aussi de formation. Là, je laisserai plutôt Fabienne parce que je pense que le modèle yvelinois est encore plus développé que le nôtre à ce titre. Oui, Fabienne de Bernard, sur le modèle yvelinois peut-être. Il est toujours en construction. Il y a des choses, effectivement. Aujourd'hui, en l'occurrence, Invi, qui est le principal organisateur du salon Autonomie, et la fameuse plateforme de modernisation et de professionnalisation qui est financée par la CNSA et le conseil départemental des Yvelines. Nous avions historiquement deux plateformes qui ont été, suite à un appel à candidature, regroupées en une seule depuis juillet 2017. Donc ça, c'est un premier cran, effectivement, que nous avions depuis déjà une dizaine d'années. Et on était exactement dans la même situation que les Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, on a près de 180 SAD dans les Yvelines et dont on apprend encore tous les jours à les connaître. Parce que s'il y a une connaissance, effectivement, des équipes d'évaluation en lien avec les services de proximité, ce n'était pas forcément le cas au niveau du central.
nous avons lancé là, très récemment un appel à candidature pour lancer un diagnostic de nos services d'aide à l'accompagnement à domicile. On s'est donné une partie de l'année 2019 pour que ce diagnostic soit réalisé. Et à partir de cela, effectivement, on pourra avoir des pistes de travail encore plus précises que celles que nous avons aujourd'hui, notamment sur ces questions de la tarification. Aujourd'hui, dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine, je ne sais plus, on est en tarification libre, en fait. Donc, finalement, on finance ces services via les prestations départementales, mais nous ne sommes pas dans une logique de tarification comme les autres établissements socio-médico-sociaux. Tarification libre avec un tarif qui permet de rembourser, sur lequel sont calculés les plans d'aide à pas et sur lequel sont remboursés les personnes, en fait. C'est un tarif de valorisation. Voilà, c'est juste pour faire circuler l'information. Quel est le tarif dans les Hauts-de-Seine? 20,20 € chez nous. 20,20 €, oui, c'est ça, dans les Hauts-de-Seine. Et dans les Yvelines? J'ai lamentablement. Vous êtes à 20,60 ou vous êtes un peu... Béatrice, tu connais ça par cœur? 20,10 €, oui, les structures connaissent ça. Voilà. On est 20,20 €. Sensiblement pareil. Bon, donc vous avez quasiment convergé à 10 centimes près, entre 20,20 € et 20,10 €. Pour la PCH, on est à 17 et quelques. 17,77, c'est le taux national sur la PCH, qui n'est pas sans poser de problème. Mais je crois que ça aussi est en... Comment accompagner à domicile à 17,77 €? Mais tout ça est en discussion. En discussion à la DGCS. Voilà, la DGCS et à la CNSA, on en a parlé dans la table ronde précédente. Je propose de ne pas forcément mettre l'accent sur ces questions-là, même si elles sont importantes. Mais en tout cas, c'était juste pour avoir le Nous avons Madame les députées qui est là, et c'est important qu'elle entende au moins la question ce jour. Oui, tout à fait. Sur le fait que, en particulier sur la PCH, le 1777 est quand même particulièrement complexe à tenir. Je reviens sur la question de l'accompagnement, de l'amélioration de l'accompagnement, qui correspond aussi à mieux répondre aux besoins. Vous citiez tout à l'heure, c'était vous, Cathy Jean-Didier, qui citiez l'aide aux aidants. Est-ce qu'il y a d'autres besoins qui sont nouveaux, qui évoluent? Parce qu'on ne peut pas penser à l'accompagnement si on n'observe pas de près les besoins. Non, mais c'est vrai que les coûts, c'est énorme. Et quand on regarde tout ce qu'on pourrait faire et tout ce dont les gens ont besoin, c'est énorme. On se rend compte... Vous pourriez nous citer comme ça quelques besoins par exemple, qui vous paraissent importants? Il faut s'adapter à la vie des gens. La loi 2002 aussi nous le demande. Le droit, le respect des gens, c'est de respecter les horaires de lever, c'est de respecter les horaires de coucher. Il faut qu'on soit flexible. Au jour d'aujourd'hui, c'est exorbitant les prix de nuit. Moi, aujourd'hui, si je pouvais ouvrir un service de nuit, il faut trouver le personnel, il faut trouver les tarifs. Il n'y a pas de tarif de nuit pour le département. Les gens ne veulent pas être couchés à 19h, 19h30. C'est pas parce qu'ils sont en fauteuil roulant qu'ils doivent obligatoirement être couchés à 20h. On a plein de demandes comme ça. Donc ça, par exemple, ça fait partie de l'accompagnement. On a aussi le domicile. Le domicile, c'est, en effet, ils veulent rester à domicile. Mais le tout domicile, sans voir personne de la journée, sans de lien social, ce n'est pas vivable pour eux. Et ils réclament aussi cet accompagnement. Nous, depuis quelque temps, on a mis des sorties collectives en route, des petits essais, des petites missions à notre hauteur. Ça a par rapport à ce qui a été donné, et ce qui a été fait, c'est minime. Et le rendu qu'on a de la part des usagers de maintien à dom, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a fait une sortie zoo au mois de juin. Ils en parlent encore comme si ça venait de se passer. On leur a donné des photos. C'est dans leur cuisine. Ils partagent avec leur famille. Ils se sont rencontrés entre usagers. Ils nous ont vus aussi. Ils ont vu leur intervenante différemment. On a senti une émulation. Il y a des gens des familles nous ont dit « Oui, ma maman, il faut la prendre, elle a besoin d'un fauteuil roulant. » Elle a marché toute la journée. Il n'y a pas eu besoin de fauteuil. Et à domicile, les transferts sont difficiles. Voilà, donc c'est des choses comme ça dans l'accompagnement. Il y a besoin de groupes de discussion. Les aidants, il faut les aider, très bien. Mais qui garde les aidés pendant ce temps-là? C'est un coût financier de mener des actions pour les aidants. Nous, les structures privées, au jour d'aujourd'hui, si je n'ai pas des subventions, l'organiser, ça va être du bénévolat. D'accord? Donc oui, on va le faire parce qu'on a des familles qui craquent et ils ont besoin de partager un café. On a des psychologues qui bénévolement peuvent venir de notre secteur. On organise ça. Mais on ne peut pas tout assumer non plus. Et qui va garder les aidés pendant ce temps-là?
parce qu'ils ne peuvent pas rester tout seuls à domicile. Les aidés, ils sont tout le temps enfermés chez eux. Est-ce qu'on ne peut pas non plus les faire venir dans une salle, faire venir un coach qui fasse des activités, voilà. Et puis les missions d'accompagnement, elles sont complètement différentes en fonction du degré des habiletés préservées des gens. On sait qu'un JR2, soit il n'a pas ses capacités cognitives, mais peut-être qu'il marche encore. C'est complètement différent. Donc ça demande vraiment d'être précis. Moi, au jour d'aujourd'hui, pour revenir à l'évaluation des besoins, avant, je mettais à peu près 1 heure pour un premier rendez-vous. Là, je suis à 2 heures. Le temps de bien connaître les gens, parler des personnes de confiance, le temps de recueillir les habitudes de vie. Il faut compter 2 heures de mise en place, d'aller présenter les intervenantes avant pour l'équipe, de faire les présentations comme vous nous le demandez. C'est vraiment beaucoup de temps. Alors après, oui, on est très proche des gens, les gens ils sont contents, mais je ramènerai en effet ça au coût au jour d'aujourd'hui. Nous, on est obligé d'augmenter nos tarifs pour pouvoir répondre à ce qu'on nous demande de faire. D'accord. Juste quand vous êtes passé d'1 heure à 2 heures pour évaluer les besoins, derrière, ça a eu un impact sur la satisfaction des gens, sur la qualité de la mise en place de la prestation. Aujourd'hui, on a un taux de satisfaction qui est très important. On a eu la première évaluation externe. Donc, elle a regardé, on a quand même 97% de très satisfaits. Les familles, 90% de très satisfaits. Parce que cette année, on a fait un questionnaire pour les clients. Et pour les familles. Et pour les familles, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait du lien, surtout aussi pour les gens les plus dépendants, que c'était beaucoup les familles qui géraient. D'accord. Voilà. Et juste, puisque vous avez dit que vous avez dû augmenter vos tarifs, vous êtes à combien du coup, aujourd'hui, pour nos nouveaux clients, on est passé à 24,50 €. À 24,50 €. Et on était parti, on était à 22,60 €. Il y a combien de temps ? Il y a 1 an. Et tous les nouveaux contrats sont passés à 24,50 € parce qu'on a mis en place plein de solutions d'accompagnement aussi, ne serait-ce que dans la télégestion, pour la diffusion, la circulation d'intervention des intervenantes. Voilà. D'accord. Merci. Je vais peut-être me passer la parole pour finir ce tour de table, puis il pourrait y avoir des réponses ensuite si ça ne vous embête pas. Florence Pougnier, vous, à l'Association des Petits Frères des Pauvres, vous accompagnez un public qui est particulièrement en difficulté. Quels sont les besoins que vous avez repérés récemment et qui vous semblent en évolution par rapport à la période précédente et auxquels il faudrait mieux répondre ? Alors notre public donc, est un public qui a 50 ans et plus, en situation donc de précarité et de grand isolement. Je fais juste une précision, 50 ans et plus, c'est parce que nous accompagnons aussi des gens qui ont vécu des parcours de vie très difficiles, et en particulier des parcours de rue, et qu'on a estimé qu'à 50 ans, on est beaucoup plus vieux quand on a été une personne sans domicile fixe. Alors, pour revenir à ce que vous demandez, on s'aperçoit, nous aussi, de l'évolution des personnes que nous accompagnons. Ce sont des personnes qui sont évidemment qui suivent l'évolution des personnes âgées, c'est-à-dire une perte d'autonomie qui est d'autant plus importante que du fait de l'allongement de la durée de vie. Nous apercevons ce que vous venez de dire, madame, c'est tout à fait juste par rapport aux besoins et au fait qu'on doit s'adapter à chacun et suivre ses besoins. J'ajouterais juste que justement, notre petite niche qu'on essaye d'occuper, c'est ce travail sur le maintien du lien social et du coup tout ce qui est sortie, visite à domicile, éventuellement action collective. Nous ne sommes pas en concurrence avec des lieux où il y a des activités proposées aux seniors, ce qu'on appelle globalement les seniors. Pas du tout. Nous allons vers les gens qui, justement, peut-être participer à des actions collectives, mais ne le peuvent plus, ne le veulent plus, sont très seuls et du coup ont du mal avec le collectif. Il ne s'agit pas de mettre les gens ensemble pour faire du collectif ou pour faire du lien social. En EHPAD, il y a beaucoup d'isolement, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que les gens habitent dans des collectivités. Donc on essaye de pallier tout ça. Et là où notre complémentarité est importante, c'est justement ces petites alertes qu'on a avec les services sociaux, avec les services de maintien à domicile, avec les gens qui interviennent
interviennent, les professionnels qui interviennent au domicile autour de la santé et qui nous signalent des personnes que nous pouvons commencer à accompagner. Donc effectivement, on s'aperçoit que c'est d'autant plus difficile. Je vais juste donner un exemple. Une action d'accompagnement des petits frères des pauvres, ce sont les vacances. D'accord ? On emmène les gens en vacances. Les gens qui ne peuvent pas partir tout seuls et qui sont très isolés. Nous avons des lieux de vacances, donc les équipes d'action territoriale dont les bénévoles sont souvent très courageux et vraiment déploient des trésors d'imagination pour pouvoir emmener des gens, des fois avec toutes les aides que vous pouvez imaginer pour des gens qui ne sont plus du tout en autonomie. Ils sont largement récompensés au retour parce que les gens, ça leur transforme la vie. Mais disons que même là, très nettement, vous parliez de coûts. Alors nous, bien évidemment, nos actions sont bénévoles, mais quand on emmène des gens en vacances, ça coûte à l'association, l'association qui vit de dons. Et on s'aperçoit que, par exemple, les séjours de vacances, quand on doit faire intervenir des gens auprès des personnes qui partent en vacances, eh ben, ça revient de plus en plus cher parce qu'il y a besoin de pas mal de soins qui ont été mis en place et qu'on essaye de maintenir, y compris... donc voilà, ça c'est juste un petit exemple. On s'aperçoit que même les vacanciers qu'on emmène, même les vacanciers des petits frères des pauvres, ont besoin de plus en plus de soins et d'accompagnement, je dirais, sanitaire. D'accord, merci. Fabienne de Bernard, vous vouliez réagir peut-être sur les propos précédents, ceux de Cathy Jean-Didier? Oui, effectivement, on entend ces difficultés-là, on en a également conscience, même si on est un petit peu plus en distance. Il y a des vraies opportunités via la conférence des financeurs de mobiliser l'ensemble des acteurs et justement peut-être de sortir un peu aussi de l'isolement que les SAD peuvent rencontrer dans leur gestion quotidienne. Il y a des financements d'actions de prévention, c'est des nouvelles opportunités pour le coup qui s'adressent aux SAD, aux SPASAD, et c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui pour l'instant on n'en voit pas trop encore se développer, donc on doit aussi vous accompagner sur cet axe-là. Et ça peut être une réponse en partie à aux difficultés d'organisation et de gestion que vous soulevez. Pour rebondir, peut-être sur la conférence des financeurs. Ouais. Alors, il y en a eu une dans chaque département à ce stade-là. Vous n'avez pas fusionné vos conférences des financeurs. Oui, on est en train d'y réfléchir fortement. D'accord. Peut-être pour bien informer toute la salle sur ce dispositif, loi ASV, dédié à la prévention, chef de file de conseil départemental, vice-président l'ARS, et puis ensuite on a tous les organismes de protection sociale et les mutuelles autour de la table pour décider ensemble des projets principaux. Et puis il y a un financement via la CNSA qui est mobilisable sur ça. Ça porte ses fruits chez vous? Oui. La question de la mesure de l'impact, c'est toujours une question un petit peu complexe. En tout cas, on est dans une vraie mobilisation de l'ensemble des acteurs et il y a un enjeu. La conférence doit élaborer à partir d'un diagnostic un programme coordonné pour les 5 ans à venir. Donc on est sur la période 2016-2021, si je compte bien. Et on sent une vraie mobilisation des acteurs et ça a créé aussi une meilleure connaissance des acteurs entre eux, parce qu'on pense connaître la caisse de retraite principale, on pense connaître les retraites complémentaires, les mutuelles, etc. Mais il y a un tel foisonnement d'actions. Avant même d'aller financer des actions pour les coordonner et les rendre complémentaires à celles de nos propres missions en tant qu'institution, il y a déjà eu besoin de se connaître mieux. Tout à fait. Pour reprendre là-dessus, nous, dans les Hauts-de-Seine, on a organisé un hackathon de la conférence dans le cadre de la conférence des financeurs en juin, sur 2 jours. Et exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire notre constat, c'était qu'on a des acteurs de la silver economy très innovants, développant des produits qu'on voit ici d'ailleurs, en partie. Et puis derrière, on s'est dit la porte d'entrée vers la personne, quand elle ne sort pas, c'est le service d'aide à domicile, le réseau de santé, le clic quand elle est encore autonome. Et donc, on a essayé de mettre tous ces acteurs autour de la table. Et par exemple, sur les services d'aide à domicile, on a un service d'aide à domicile qui est financé pour former ses accompagnants sur des tablettes avec des applications de maintien de la mémoire, etc. Et donc, c'est vraiment cette notion d'accompagnement à domicile en prévention. C'est vrai que c'est des métiers qui s'enrichissent et qu'il faut vraiment tous se mobiliser pour cela. Et pour nous, les services qui effectivement s'impliquent dans toutes ces actions, il y a un vrai différentiel qualitatif. Sur le terrain, ça se reconnaît et les gens vont vers ces services. Il faut aussi le dire, ça. D'accord.
Merci. Béatrice Piron, peut-être vous voulez réagir à ça sur l'aspect préventif qu'il faut privilégier. Est-ce que aujourd'hui, puisque voilà, vous êtes parlementaire, il y a eu un premier rapport d'évaluation de la loi ASV, il y aura un deuxième bilan, un bilan plus complet de la conférence des financeurs, parce que le premier était vraiment quantitatif. Vous, c'est quelque chose auquel vous croyez? Est-ce que vous pensez qu'il y a des améliorations à amener à ce système de financement public via la CNSA de la prévention? Alors, c'est quelque chose que je n'avais pas pratiqué ou qui n'existait pas lorsque j'étais en activité. Donc, c'est une nouveauté, c'est une évolution. Je pense que ça va dans le bon sens parce qu'on a justement besoin de garder et d'innover dans ce secteur-là et de créer de nouvelles actions. Donc, c'est important. Il faut communiquer parce que je suis convaincue que tout le monde n'est pas informé, au courant, puisque beaucoup sont encore toujours sur le tarif à passe et ce sur lequel on a été interpellé en arrivant ici. Donc il faut plus communiquer sur les nouveautés. Et puis on est ici aujourd'hui dans un salon très innovation. Donc il y a une innovation en termes de procédures, de rencontres. Puis il y a les innovations technologiques aussi qui existent. Alors on parle souvent ou on pense souvent aux innovations pour les bénéficiaires et pour aider les personnes à rester plus facilement chez elles. Je pense qu'il faut aussi intégrer l'innovation pour les professionnels et pour les métiers. Donc certes, on ne va pas leur donner dans les mains des nouveaux aspirateurs connectés. Je pense que ce n'est pas tout à fait l'objectif. Mais il y a quand même une étape à créer. Et aujourd'hui, c'est des métiers où les personnes ne sont pas toutes totalement à l'aise avec le numérique. Donc ça, on y vient. Toutes les entreprises y passent petit à petit. Et je pense qu'il y aura encore des évolutions. Il y aura de plus en plus de possibilités de communiquer, que ce soit entre les intervenantes, les personnes aidées, les agences, de réactivité, d'amélioration des plannings et des suivis des dossiers, de la communication entre les différentes équipes au sein de la SAP, mais peut-être aussi au niveau des autres professions médicales, pour pouvoir échanger vraiment au sein d'équipes pluridisciplinaire. Donc je pense oui qu'il y a beaucoup d'évolutions dont on parle, dont on commence à voir des petits points naître, mais qu'il y a encore une marge de progrès possible. Très bien, merci. Justement, ça nous fait une transition vers ce sujet qui a été un peu abordé, de la digitalisation en lien avec ce salon. Vous, par exemple, Cathy Jean Didier, dans votre structure, vous avez commencé à digitaliser certaines choses, à travailler avec les personnes aussi, avec des outils, des objets connectés, de la domotique, qui permettent en complément de vos services de mieux les maintenir à domicile et de mieux les accompagner, d'améliorer leur qualité de vie. La domotique, c'est tout ce qui est volet roulant, machin, tout ça, là. Ça, pas trop. Ça, pas trop. C'est bien défini, c'est ça. Voilà. Un peu rapide, mais... Bah oui. Je ne suis pas encore la génération super connectée comparée aux 20 ans. On sent la différence. C'est un coût financier. Donc déjà, nous, on est plutôt déjà dans essayer d'adapter les salles de bain dans le cadre de l'habitat. Donc la domotique, pour moi, ça me semble déjà un petit peu plus loin. C'est pas forcément la priorité au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, le maintien à domicile, la plupart des maisons ne sont pas du tout adaptées. On a des escaliers, on a des lieux de vie avec des cuisines en bas, salle à manger. À l'étage, on a les chambres avec la salle de bain. En tout cas, nous, sur Rosny et des parcelles de maisons sur Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie, c'est conçu comme ça. Du coup, on est plutôt déjà sur essayer d'adapter les salles de bain, trouver des aides techniques. On a la chance d'avoir un SIAD, un HAD qui ont des ergothérapeutes. Le département en a une, donc on a quand même une proximité avec la maison de l'autonomie. Enfin voilà, quand on est en difficulté, on peut solliciter, c'est assez réactif, ça passe vite. Après, je vais oublier le nom, mais on a aussi Solia, qui monte les dossiers papier, donc ça soulage pas mal. Après, ce qu'on a découvert avec la jeunesse qui est venue faire des remplacements cet été, c'est que les gens étaient friands de demander les tablettes. Ça, on s'y attendait pas du tout. Les jeunes, elles ont montré un peu leur téléphone, ce qu'on pouvait faire avec et tout. Donc, on a des personnes de plus de 90 ans qui ont acheté des tablettes en septembre. Les jeunes leur ont mis leur truc, là, Twitter, suivre les vieux chanteurs, les musiques et tout. Donc, ça a plutôt pas mal marché. Donc, on se dit que va falloir qu'on enchaîne un petit peu, maintenant que la graine a été semée. Donc, oui, ça fonctionne bien. Du coup, ça permet qu'on envoie les plannings à ces personnes par mail et du coup, elles ont leurs horaires et tout ça.
Donc dans la fluidité, ça c'est plutôt pas mal. Elles peuvent nous envoyer aussi des petits messages et tout ça. Donc voilà, des fois juste un petit échange par mail, du coup ça fonctionne pas mal. Bon, ça nécessite quand même d'avoir encore un degré d'autonomie qui n'est pas en GIR 1 évidemment, ça demande, mais ça fonctionne. Après nous, là vraiment l'outil qui nous a le plus aidé depuis 1 an, c'est plutôt au niveau de nos collaboratrices avec le téléphone professionnel où elles ont les plannings en ligne. Et du coup, elles savent exactement quand ça bouge beaucoup, nos plannings avec les hospitalisations, les décès, un arrêt maladie, enfin voilà. Et du coup, tout de suite, ça met à jour leur planning. Donc ça, dans la fluidité, dans le stress, dans la gestion de tout ça pour elles, au niveau de la prévention aussi et des risques routiers, de tout ce qui nous est demandé aussi du point de vue des salariés aujourd'hui. Et puis aussi dans l'accompagnement, tout ce qui est dans notre outil, ça s'appelle alerte usager. Si jamais une dame a chuté, qu'elles ont appelé le médecin, que le médecin est passé, qu'il n'y a rien de particulier, elles peuvent faire une alerte. Nous, au bureau, on est informés. Et les intervenantes qui vont aller sur cette prise en compte sont informées aussi. Donc nous, on n'est pas obligé d'appeler tout le monde. Celle qui passe après, elle ne se dit pas le genou, il a été géré, pas géré. Enfin voilà. Voilà. Et c'est dans le rapport d'évaluation externe, c'est ce qui est ressorti aussi le plus, c'est qu'elle dit que la circulation de l'information, c'est vraiment un gage de qualité pour les usagers. D'accord, merci. Donc voilà, un processus comme de digitalisation qui avance à la fois en interne sur votre process et puis petit à petit chez les personnes, en plus du besoin lié à l'habitat. Et puis les plannings avec les horaires qui sont envoyés par mail aux familles, ça marche bien aux usagers, aussi, ça aussi ça marche très bien, les familles sont demandeuses. Et du coup, on a moins de coups de téléphone au bureau aussi. D'accord, donc ça permet aussi de désengorger les lignes téléphoniques. Donc voilà, vraiment... Ouais, allez-y, sur tous ces usages. Pour compléter les propos de la collègue là, qui est en responsabilité sur ce SAD, il y a le département des Yvelines, l'a peut-être cité dans la table ronde précédente. Il y a une première phase pilote là, qui est en train de s'installer avec certains services d'aide à domicile, mais le département va équiper l'ensemble des SAD d'un système d'eurodatage, de télétransmission, de manière à ce que les usagers qui aujourd'hui sont obligés de justifier effectivement des dépenses au titre de l'APA et de la PCH via des factures, cette information-là sera arrivée directement de manière numérique par le département, enfin au département. Et dans l'autre sens, c'est également prévu que les plans d'aide soient transmis de manière numérique pour les services d'aide à domicile. Donc ce projet domicile qui a peut-être été exposé tout à l'heure, donc je fais court, non Juste après, c'est ça? Ah, c'est après, d'accord. Ok, voilà. Ça marche. Bon, faut pas complètement spoiler, en fait. On est clairement dans le lien innovation et maintien à domicile. Merci. Alors, je voulais poser la même question à Florence Pougnier sur le digital, ce monde connecté qui est largement promu ici par Autonomie. Est-ce que petit à petit, vous y venez vous aussi ? Alors, bien évidemment, moi, je reviens à Germaine, Notre-Dame, qu'on accompagne, que les bénévoles accompagnent. Pour dire que les petits frères des pauvres, je vous ai dit tout à l'heure, notre troisième mission, c'est témoigner, alerter. Témoigner, alerter, ça nous a amené à travailler évidemment sur l'isolement des personnes de plus de 60 ans, mais nous venons, et je vous annonce, c'est tout chaud, de procéder à une étude sur l'exclusion numérique pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Nous venons donc d'avoir les résultats de cette étude. Ça va être bientôt en ligne sur le site des Petits Frères des Pauvres. Moi, j'ai quelques éléments à vous donner qui peuvent être intéressants. Ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment tout ce qui sert à bien les accompagner, mais c'est surtout eux. Germaine et Robert, comment ils font. Alors, cette étude, très très rapidement, nous apporte 5 enseignements. Le premier, c'est que plus d'un quart des personnes de plus de 60 ans, c'est-à-dire 4 millions de personnes sur la France, sont toujours en situation d'exclusion numérique. Au vu de la galopade du monde et de la numérisation du monde qui nous entoure, on en a des exemples dans tout ce qu'on vient de dire, et quelqu'un qui n'est absolument pas, pour lequel c'est un monde étranger, va être encore plus exclu. Donc c'est ça qui nous a interrogés, qui nous a rendus perplexes. On s'est rendu compte quand même au cours de cette étude que quel que soit l'âge, on est internaute et on utilise régulièrement le numérique. Autrement dit, une fois qu'on y a pris goût, une fois qu'on a l'habitude et qu'on est un petit peu accoutumé, on apprécie et on utilise très très bien. On s'est rendu compte aussi que le numérique est vecteur de lien social pour 2/3 des internautes. Autrement dit, le numérique, il y a les deux aspects, l'aspect
utilitaire pour joindre des services, pour signaler des choses. Et il y a aussi l'aspect lien social, c'est-à-dire conserver le lien avec les proches qui sont loin, pouvoir envoyer des photos de la dernière sortie qu'on a fait avec les bénévoles de Mantes-la-Jolie, pouvoir aussi avoir des nouvelles de tous les gens qu'on connaît et qui sont éloignés. Il y a autre chose aussi qui est à noter, c'est que l'on soit internaute ou pas, ce sont les démarches en ligne qui posent problème. Et en particulier, près d'un tiers des 60 ans et plus ont renoncé à effectuer une démarche en ligne. Parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop difficile. Donc ça veut dire qu'on essaye d'y aller, mais on est rebuté. Donc on n'a pas vraiment une accessibilité. Et je fais une petite parenthèse, vous savez qu'il est arrivé là un plan pour lutter contre l'exclusion numérique, mais ça c'est pour tous les publics. Je voudrais juste attirer l'attention, encore une fois, petit poil à gratter, en disant que c'est pas parce qu'on donne du pass numérique, parce qu'on donne les moyens à quelqu'un de faire quelque chose, qu'il va pouvoir y aller et dépasser ses préventions. Autrement dit, et je m'arrête là parce que tout le reste de l'étude, vous pourrez le trouver en ligne, ça sera très intéressant, je voudrais juste dire que nous, en tant qu'association d'accompagnement des personnes pour favoriser le lien social, ce qu'on a essayé de commencer à penser et de mettre en place, c'est comment donner envie aux gens, soit qui ne sont pas accoutumés, soit qui sont allés et qui sont rebutés, de persévérer et d'y trouver du plaisir. Si on ne trouve pas du plaisir ou de la facilité dans le numérique, eh ben on ne va pas y aller. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Nos équipes d'action nous avons aussi des établissements dans lesquels nous avons prévu des installations d'équipements pour pouvoir faire une étude de savoir quel est l'équipement qui s'adapte le mieux à quelqu'un qui vieillit. Ce n'est pas toujours évident de discerner. Et puis d'autre part aussi, dans nos équipes, nous prévoyons des temps avec des bénévoles un petit peu pédagogues pour pouvoir démystifier un petit peu le numérique. Donc je vous engage à lire les résultats de cette étude qui peuvent vraiment, à mon avis, tous nous enrichir pour aider au mieux les personnes âgées. Très bien, merci. Alors, ça appelle des réactions. Béatrice Piron, et puis ensuite, je vous passerai la parole, Fabienne de Bernard. Alors, je veux bien intervenir là-dessus, puisque donc, je suis présidente à l'Assemblée nationale du groupe Electronisme. Et donc, on a fait un séminaire, un colloque la semaine dernière, donc, à la fois sur l'illettrisme et sur l'électronisme. Donc, l'électronisme, c'est la non-pratique et le non-accès donc, au numérique. Donc, ça peut être parfois sur des gens qui n'ont pas d'outils, qui ne sont pas formés, et ça intervient sur des gens faiblement qualifiés ou faiblement diplômés, mais ça intervient aussi beaucoup dans la tranche d'âge, donc des gens âgés. Et comme vous disiez, donc, le gouvernement a proposé le pass numérique, mais je pense que les services à la personne, donc, qui aujourd'hui n'étaient pas en termes de domotique très équipés au domicile, petit à petit pourront être un acteur aussi dans ce sujet-là. Aujourd'hui, ou il y a quelques années, quand je pratiquais, j'irais le seul élément vraiment peut-être numérique au domicile du bénéficiaire, c'était sûrement son bracelet d'alarme. Qui permettait simplement d'avoir une communication en cas d'urgence ou quand on fait une chute ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça va évoluer. On pourrait peut-être imaginer un jour un système vidéo qui sert aussi à communiquer avec peut-être d'autres anciens amis qui sont peut-être aussi coincés un petit peu à domicile avec peu de moyens de bouger. Ça peut être un moyen de communiquer avec la société, le SAP, qui pourra prévenir qu'il y a 30 minutes de retard exceptionnellement aujourd'hui sur l'arrivée de l'intervention à midi parce qu'il y a eu un problème chez le bénéficiaire précédent. Donc je pense, moi je suis convaincue que l'innovation peut apporter un petit peu de confort supplémentaire, bien que ça ne permettra jamais de faire des interventions robotisées où on n'imagine pas de remplacer l'humain par la machine, c'est loin de là, mais peut-être d'ajouter un petit peu de communication et d'outils. Ça a aussi été amélioré, parce que moi je me souviens quand j'ai commencé à démarrer, on avait des plannings papier, des plans d'accès papier. Maintenant, tout le monde a quand même ses plannings, je crois, de façon électronique. Tout le monde a son GPS. Et c'est quand même, pour tout le monde, un confort de travail supplémentaire. Très bien, merci. Fabienne de Bernard, vous vouliez intervenir aussi sur ce point ? Oui, je voulais rebondir sur les propos de Mme Pougnier sur l'exclusion numérique. La CNAV, en lien avec les différentes conférences des financeurs de la région Île-de-France, ont lancé un appel à candidature justement sur cet axe-là. Et plusieurs porteurs ont été retenus. Alors, dans l'Haute-Seine, je ne me souviens plus lesquels, mais dans les Yvelines,
Il y a notamment Emmaüs Connect, les autres m'excuseront. Enfin, du coup, il y a 3 porteurs qui ont été retenus pour l'ensemble des Yvelines. Et donc là, on va être dans une phase un petit peu maintenant opérationnelle, de décliner, de voir qu'on essaie d'être cohérent avec les acteurs de terrain et voir où intervient qui, sachant que la CNAV s'est souciée effectivement de construire toute une méthodologie qui soit accessible, si je puis dire, aux personnes justement qui n'ont pas connu qui sont pas nées avec l'outil numérique dans les mains. Donc voilà, il y avait une vigilance à ce que les porteurs qui soient retenus rentrent bien dans cette méthodologie-là et qu'au final qu'on réponde bien à l'objectif. Donc ça va se déployer là dans les mois qui viennent. Oui, donc c'est la même chose chez nous, effectivement. Dès l'année dernière, on a fait un deuxième appel à projet de la conférence des financeurs centré sur le numérique parce qu'on a vu que c'était un sujet. Et donc on a des ateliers, je pense, dans à peu près toutes les communes aujourd'hui, que ce soit via, effectivement, en partenariat avec la CNAV, il ne faut pas multiplier non plus les offres. Et par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a des ateliers spécial tablettes parce que nos aînés, ils n'ont quelquefois ne sont pas passés par l'ordinateur, mais vont directement sur la tablette qui leur permet de communiquer à distance via Skype avec la famille, etc. Donc à nous adapter aussi. Donc Emmaüs Connect, We Take Care, un réseau aussi de proximité avec nos agents qui sont formés pour accompagner les gens. La CNAV a aussi une action sur les publics en difficulté via les centres sociaux ou encore dans les foyers ADOMA. Donc, je dirais que tout le monde en a pris conscience. Maintenant, donnons-nous les moyens, effectivement, comme vous le disiez. Mais plutôt on sensibilise les gens au numérique, plutôt ils prennent des habitudes et mieux on réussira, je pense. Oui, tout à fait. Écoutez, on arrive à la fin de notre table ronde. Peut-être qu'il y a eu une intervention ou deux dans la salle. Oui. J'ai monsieur au fond et monsieur ici. Alors, ici, de récupérer un micro. Alors, on a un monsieur là au 4e rang, et puis ensuite un monsieur au fond, et une dame là. On commence par monsieur au fond. Bonjour, donc Thomas Lemonnier, préférence domicile à Versailles, donc je suis un SAD. Bon, ça fait 10 ans que je suis dans le secteur, donc je prends la parole un petit peu comme ça, calmement, parce que d'habitude je crie beaucoup, alors voilà. Avec un micro, il n'y a pas besoin. Du coup, c'est vrai que je me sens un peu frustré de tous ces échanges qu'on a depuis 2 jours. Notamment, j'en profite parce que le conseil départemental est là. Moi, je n'ai pas l'impression de vivre ce qu'on raconte ici comme situation sur mon territoire d'action sociale, enfin en tout cas sur mon PAT. Moi, je n'ai pas de relation avec les collaborateurs du conseil départemental. Avec le nouveau système qui a été mis en place, on n'échange plus. Il y a un turnover terrible. Les personnels qui sont les assistantes sociales sont en burn-out. Arrête pas de changer de voie, de choses, parce que fusionner, c'est bien, mais encore faut-il accompagner les changements et la fusion et que ça ne soit pas trop brutal. Et là, aujourd'hui, on a vraiment une perte de qualité et de suivi. Pour nous, parce qu'on ne suit plus les personnes, enfin, on n'a pas de relais, on va dire, avec le conseil départemental pour suivre correctement les personnes, mais aussi pour les usagers, alors qui n'arrivent même plus à les joindre. C'est-à-dire que le numéro de téléphone ne fonctionne plus, il faut envoyer des mails. Donc là, du coup, c'est intéressant de pouvoir se former à être connecté, parce qu'il va falloir qu'ils utilisent rapidement leur mail, parce qu'il n'y a que le mail qui fonctionne pour contacter son assistante sociale. Enfin voilà, les plans d'aide qui prennent du retard, qui sont de plus en plus réduits. Donc c'est vrai que ça devient très compliqué. Une autre source de frustration, on parle de nouvelles technologies. J'ai fait pas mal de stands ici où on nous a vendu des beaux cahiers de liaison dématérialisés, par exemple, et on va nous dire qu'effectivement c'est super parce qu'on va prendre du temps avec la personne de bien remplir et que grâce à ce cahier de liaison dématérialisé, on va pouvoir après, directement en appuyant sur envoyer, transmettre donc à celui qui fait du matériel médical la demande qu'on a observée, par exemple, tac, et puis lui il va pouvoir faire sa prescription et tac, ça envoie directement au médecin généraliste et tac, et tout ça. Ben, ça prend du temps. Ça prend du temps qu'on n'a pas quand on est au domicile des personnes, puisque les plans d'aide et tout ça sont restreints. Quand on fait en 1 heure l'aide à la toilette, l'entretien du logement, qu'on doit aller faire 2-3 courses, peut-être la pharmacie rapidement, qu'on a oublié d'acheter le pain, hop, faut faire demi-tour, on prend le cahier de liaison papier, on coche rapidement les croix, on écrit très salement d'ailleurs, on fait beaucoup de fautes d'orthographe, et après on dit que les auxiliaires de vie ne savent pas travailler, qu'elles sont illettrées, qu'elles ne font pas bien leur travail. Non, en réalité, c'est qu'ils n'ont pas le temps de bien faire leur travail de transmission.
Et donc c'est vrai que si on prend en compte ces nouvelles technologies, moi je veux bien, ça va certainement nous faire gagner du temps. Je suis assez d'accord sur le fait que ça peut peut-être désengorger les appels aux standards pour des petites questions d'organisation de planning, mais ça prend du temps aussi au domicile, surtout avec les personnes, de pouvoir les accompagner, et ça il faut que ça soit correctement aussi valorisé au niveau du tarif, bien sûr. Parce que vous parlez de télégestion tout à l'heure, et vous avez raison, puisqu'on va devoir faire la télégestion à partir de l'année prochaine. C'est très bien la télégestion, mais il ne faut pas le vendre non plus comme une avancée technologique pour les services. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire à travers la télégestion, c'est surtout faciliter la remontée d'informations et réduire les coûts qui sont dispensés dans le cadre de l'APA, et finalement fliquer un peu les services à la personne, même si, bon, je pense qu'on est plusieurs à espérer autre chose à travers des collaborations et des échanges autour de tables rondes là-dessus. Donc moi, je pense que vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut... Vous êtes sur l'estrade, on est dans la salle, on n'arrête pas finalement de gesticuler, de dire tout le temps que ça ne va pas, on n'y arrive pas. Il faut vraiment qu'on arrive à discuter ensemble, à se mettre autour de la table et à se poser clairement et à essayer de monter des projets en commun. Voilà. Et qu'on ne soit pas juste à chaque fois mis devant le fait accompli et qu'on nous dise maintenant c'est comme ça qu'il faut faire, voilà, c'est la meilleure solution qu'on a réfléchie et donc vous allez appliquer cette réflexion comme ça. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble, en bonne collaboration, et vraiment qu'on multiplie les échanges, parce que là, il y en a vraiment trop peu sur le département des Yvelines, en tout cas. Merci. Merci, monsieur. Alors, on va prendre tout de suite les deux autres interventions, et puis on répondra, nos intervenants répondront, mais c'est effectivement important le témoignage de monsieur. Madame. Alors, bonjour, Audrey Renaudin, SAD dans les Yvelines aussi, à Orgeval, libre à vous. Alors, moi, j'ai une question beaucoup plus pragmatique et concise que Thomas. Mais alors, je voudrais déjà saluer le travail de Madame Prunier, des Petits Frères des Pauvres, parce que c'est vrai que vous faites un travail très louable. Et donc, j'ai eu l'occasion d'être démarchée par une antenne qui est à Morinvilliers. Mais à aujourd'hui, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse travailler ensemble, pour des raisons notamment de facturation. Alors, pas en termes de coûts, hein, j'entends que nous, nos tarifs sont difficilement en plus abordables pour votre association, mais aussi pour des raisons fiscales. Là, il faudrait se rapprocher de la directe, mais on ne peut pas normalement facturer ni à des associations et encore moins sur des lieux de domicile qui ne sont pas le lieu de domicile fiscal des particuliers. Donc, à aujourd'hui, voilà, je voudrais juste savoir comment on pourrait travailler avec ces associations. Voilà. D'accord. Alors, on garde cette question-là. Une troisième. Bonjour, Dominique Dupuis, dirigeant d'Oxpro. En fait, je voudrais mettre un peu le focus sur une chose qui me paraît très importante aujourd'hui dans les services à la personne. Grâce à la loi ASV, on a pu sécuriser, améliorer les services auprès des personnes via la prise en charge des organismes et de leurs intervenants. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas, il y a quand même deux vitesses dans la prise en charge. Il y a les organismes qui font du prestataire, et puis il y a le particulier employeur qui, lui, n'a pas du tout les mêmes obligations, qui ne sécurise absolument pas comme nous, on peut le faire. On a des intervenants qui sont lâchés dans la nature et qui ne sont pas soutenus, protégés. Hein, je pense aux risques professionnels, je pense à la formation. Et au final, un usager quand même qui est, au moins prend le risque via le particulier employeur. Je pense à toutes les personnes qui ont des maladies cognitives, qui sont particuliers employeurs. Ça me semble un peu compliqué. Et ce qui me peine le plus, c'est qu'en fait, a priori, ces intervenantes que nous, on encadre, qu'on soutient dans le travail et qui font des prestations de qualité parce qu'on leur donne les moyens de le faire, ça nous coûte très cher et on ne peut pas les payer autant que les personnes qui travaillent en particulier employeur ou les services de conciergerie, enfin toutes ces façons de travailler qui ne dépendent pas, eux, de la loi ASV. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver des solutions parce qu'on va démotiver totalement les intervenantes des organismes. D'accord, on prend une dernière intervention et puis
puis on se partagera un peu les réponses. Hein. Il y a monsieur au deuxième rang, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Denis Fromager de la Fédération LDS, dont on est un groupe associatif et qui offre un bouquet de services, tant sur le plan de l'évaluation que sur le plan des soins et des services. À ce titre-là, on gère le pôle d'autonomie territoriale qui couvre grande partie du Nord-Yvelines. Et pour répondre à monsieur qui intervenait, je voudrais dire qu'effectivement, cette fusion des structures a été faite extrêmement rapidement. Mais je crois qu'il faut aussi laisser un petit peu de temps à ce que le nouveau système s'installe et qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au cours de ces derniers mois. Et je pense que sur notre secteur, s'il y a des plaintes, on est prêt à les recevoir, mais on est retombé dans des délais d'études qui sont aux environs de 50 à 60 jours. Ça, c'est sur le premier point. Sur le deuxième point et sur les besoins, je crois qu'effectivement, les besoins évoluent énormément et c'est lié effectivement à l'espérance de vie, mais qui dit espérance de vie accrue, dit des prises en charge qui sont maintenant sur le plan des soins beaucoup plus multipathologiques. Et donc, on se rend compte que dans je dirais, cet accompagnement ou ces prises en charge, elles sont de plus en plus médicalisées parce qu'on a des gens qui, à partir de 82, 83, 85 ans, se retrouvent avec des traitements, avec des handicaps, et que là, il faut véritablement que les ponts se fassent de plus en plus entre les services de soins infirmiers à domicile et les SAP, et qu'on puisse professionnaliser ça. Nous avons les deux. On a construit d'ailleurs en liaison avec l'ARS un SPASAD et on se rend compte du bénéfice apporté par le SPASAD. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est effectivement le modèle économique. Parce qu'on voit bien beaucoup de services à la personne se trouve, je dirais, et ça revient, ce problème de la facturation. Mais je crois qu'il y a en France un gros problème. Je sais que derrière ça, il y a un problème de finances publiques. Mais malgré tout, il faut quand même savoir qu'en France, le prix moyen de l'heure de service est à 28,50 €. Bon, à partir de là, comment peut-on... De quel service, pardon, 28,50 €? Si vous voulez, le coût de la main-d'œuvre ouvrière en France est à 38 € et la main-d'œuvre dans les services est à 28,50 €. Tout secteur de services confondus. Tout secteur de services confondus. Donc à partir de là, penser construire un modèle sur une base, je dirais, d'équilibre à 20 € en faisant de l'innovation, en faisant de la formation, c'est absolument impossible. Donc, soit qu'on est dans un système qui est totalement un système subventionné, ce qui est un modèle, mais on ne peut pas demander à des services pour qu'ils puissent former, encourager, faire de la qualité pour un prix qui n'est pas leur, je dirais, basique. Donc, c'est un choix qui a été fait et qui demeurera peut-être, mais c'est un gros danger. L'autre aspect, je crois qu'il faut faire attention à ne pas vouloir, ou alors on est véritablement dans une économie, je dirais, dirigiste, mais vouloir uniformiser les tarifs. Il faut donner à chacun la possibilité, en fonction de son orientation, c'est-à-dire à l'égard des usagers, le service qu'il veut donner. Pour certains, ça va peut-être être plus médicalisé, pour d'autres, ça va peut-être être plus axé sur, je ne sais pas, le sport, la culture, parce que les besoins aussi, en ce domaine-là, on n'en parle pas, mais évoluent. On parle du baby-boom. Il est clair que l'évolution de la culture en France, que ce soit au niveau sportif, au niveau culturel, a beaucoup changé. Et les besoins dans ce domaine ne seront pas les mêmes demain qu'aujourd'hui. Je pense qu'on a saisi votre point de vue là-dessus, voilà. aussi, qui est important à formuler. Merci, monsieur. Et je vous propose de répondre. Alors, qui commence? On a une première question sur améliorer le partenariat entre le conseil départemental et les services d'aide à domicile, qui semble un peu défaillant. Vous voulez répondre là-dessus? Ça me paraît bien. Allez-y. Alors, pour moi, ce n'était pas du tout l'intention de donner une vision utopique des relations, mais nous, on a la chance d'avoir vraiment un vrai partenariat. Après, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais c'est vrai on échange énormément avec les partenaires. Alors, ça prend du temps, mais on leur fait des remontées d'informations. Quand les plans d'aide ne vont pas assez vite, c'est vrai qu'on leur envoie des mails. On sollicite les urgences. Nous, on a la chance d'avoir les numéros de portable de tous les travailleurs sociaux.
ce qui n'est pas forcément vous le cas. Mais pour votre réseau, s'il y a un problème de téléphone, ce serait bien si elles ont des portables, qu'elles puissent les donner au moins au directeur des SAD, parce que ça solutionne vraiment la fluidité quand on a des situations d'urgence, parce que les SAD, elles signalent aussi beaucoup des situations compliquées. Après, nous, on se rend compte que les choses, elles évoluent, parce que dans la création du projet de service, on a invité tous les partenaires à venir discuter avec nous de nos orientations pour les années à venir. Et alors, on a été très étonnés, c'est qu'elles ont trouvé le temps de venir nous voir. Et actuellement, on fait des réunions tous les vendredis après-midi, exception ce jour, pour discuter des orientations du département, de comment on va emmener les choses. On a des familles qui sont là, des usagers. On a la conférence des financeurs. On a vraiment du monde et les gens viennent discuter et s'intéressent aussi à nous, comprennent, on expose nos problématiques. Les gens, on se rend compte au département, découvrent aussi des choses et des fonctionnements qu'ils trouvent aussi parfois aberrants. Et moi, cette année, j'ai vraiment confiance en l'avenir, en me disant que ça y est, on a des gens avec qui on commence à échanger. Mais ça n'a pas été à l'initiative forcément du département non plus, ça a été aussi à notre initiative. Et c'est comme la même relation que je dirais avec les hôpitaux, quand on veut savoir si les gens vont sortir de l'hôpital, qu'on nous les renvoie en moins de 2 heures, qu'on n'est pas au courant, et ben c'est pareil, il faut téléphoner, c'est à notre initiative, quand on veut savoir ce qui se passe pour les assistantes sociales, quand on veut que les plans d'aide ils avancent. Enfin, et ça aussi, donc on va redire, c'est un coût, parce que nous, c'est beaucoup de travail pour les SAD. Et du coup, ça me fait penser qu'on a de plus en plus de missions de coordination. Donc on n'est pas des SPASAD, mais on commence à avoir des fonctionnements qui y ressemblent. Et quand on crée des ponts, quand on doit appeler les infirmières libérales, quand on travaille avec elles, qu'on leur envoie les horaires, que les médecins, on prend les rendez-vous parce qu'il n'y a pas de famille. Voilà, tout ça. Et puis, je voulais dire aussi, tout à l'heure, par rapport à ce que vous disiez, en 1 heure, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a énormément de choses. Mais nous, on sollicite les travailleurs sociaux aussi en leur disant, nous, on ne peut pas faire. Nous, on envoie des mails d'alerte. Moi, je dis, moi, je ne peux pas. Moi, vous voulez que je fasse ça, je n'ai pas assez de temps, je ne peux pas. Et une chose aussi, c'est que de plus en plus, moi, j'appelle les familles en leur demandant où elles sont. Il faut aussi responsabiliser un petit peu les familles à s'occuper aussi de leurs proches, parce qu'on n'est pas la famille, et depuis quelque temps, ça glisse tranquillement. Donc voilà. Merci. Alors je vous invite à être assez synthétique dans vos réponses. Il y avait, sur ce sujet-là, vous vouliez intervenir, c'est ça ? Oui, alors je vous remercie parce que c'est une réponse assez complémentaire à celle que j'aurais pu faire sur le fait qu'effectivement, voilà, c'est de part et d'autre, hein, les difficultés et les progrès et les avancées ensemble. Alors il se trouve qu'effectivement sur Versailles, en ce moment, il y a quelques difficultés de personnel sur le pôle autonomie de Grand Versailles, mais on travaille à ce que cette difficulté soit derrière nous. Bon, voilà, après, on n'est pas toujours à l'abri, hein, des turnovers de certaines équipes. Je ne reviendrai pas trop sur la partie tarif, parce qu'effectivement, il y a des annonces qui doivent être bientôt faites au niveau de la CNSA sur cette partie-là. Par contre, je vais te laisser la parole à la députée sur la question un petit peu d'ordre politique, sur la nécessaire coordination entre les services et le développement de SPASAD, notamment. Enfin, c'est une des pistes. Alors, je n'ai pas d'informations vraiment très très nouvelles ou importantes à donner. C'est vrai qu'on a discuté tout à l'heure un petit peu de cette notion de 5e risque qui est à l'étude, mais aujourd'hui c'est encore le début d'une étude. On est au début de la concertation du grand âge, donc c'est pas pour demain. Donc je sais qu'il y a des attentes au niveau des SAD qui sont très urgents, qui sont très importants. Je ne pense pas non plus par rapport au conseil départemental qu'il faut pas se cacher derrière les concertations en cours pour dire on attend le résultat. Parce que, par exemple, sur la revalorisation du tarif APA, ça fait déjà plusieurs années qu'on attend. Il y a une étude qui a été faite il y a 4 ou 5 ans au niveau des Yvelines, qui était pour calculer le coût moyen de l'heure d'intervention à domicile, qui avait donné, je crois, 23,50 €. C'était à l'époque du CIMAP, où j'avais contribué à cette étude. À l'époque, l'APA était à 20,10, elle est toujours, ça doit faire maintenant 4 ans ou 5 ans. Voilà, il n'y a pas de raison non plus que ça reste figé jusqu'au résultat de cette concertation et jusqu'à la réforme du grand âge
qui n'arrivera pas avant 2020 ou 2021. Donc je ne pense pas que tout le monde ait envie d'attendre jusqu'à 2021. Donc il faut quand même faire un petit peu l'étape intermédiaire. Et ça, aujourd'hui, donc il y a la complexité du financement, qui est une partie à l'ARS pour les soins, on va dire, plutôt médicaux. Après, il y a l'aide de l'APA, il y a les aides fiscales au niveau des entreprises. On a parlé un tout petit peu tout à l'heure donc, de la réforme du CECE, des réductions de charges. Il y a l'aspect fiscalité au niveau des crédits d'impôt pour les bénéficiaires, qui est en pleine transformation, en pleine réflexion aussi. Donc toutes les choses évoluent un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup de frustration. Je connais la problématique puisque je sors de ce secteur-là. Laissez-nous du temps, un petit peu, faites-nous confiance. Tout à l'heure, on parlait de la confiance et je peux vous assurer qu'on n'oublie pas. Moi, j'en fais partie des gens qui n'oublient pas et on travaille. Très bien, merci. Adeline, je crois que vous vouliez intervenir sur notamment les questions de modèle économique, je crois. Oui, alors d'abord rapidement, c'est vrai qu'il faut rappeler le contexte financier quand même. Nous, on est en contractualisation État sur une augmentation des dépenses de fonctionnement à 1,05. Donc dans ces marges réduites qu'on nous impose, c'est relativement compliqué. On est couvert sur nos dépenses à 30% à peu près sur la PCH et beaucoup moins sur l'APA par la CNSA. Donc il faut aussi prendre en compte ce contexte pour les collectivités locales, de toute façon. Après, de façon plus générale, c'est vrai que je pense qu'on a... Et les interventions qui étaient là le montrent très bien. Les usagers ne sont pas là. Nous, on les a mis dans des focus group. Et on a aussi un problème, on pense, peut-être d'image des SAD. Il faut passer ce message que si on veut rester à domicile, il faut accepter d'être aidé, que les services à domicile, ce n'est pas de l'aide ménagère, que ça va bien au-delà et qu'il faut un certain investissement aussi. On a une expérience d'EHPAD à domicile, nous, donc avec une structure d'EHPAD, un SIAD, un médecin qui est coordonnateur des interventions de nuit, mais on garde le libre choix du SAD, et donc c'est bien le service à domicile choisi par la personne qui intervient dans ce cadre. On a 15 places qui sont couvertes par une aide complémentaire pour une accessibilité. On a 15 places qui ne le sont pas. Eh bien, je peux vous dire que quand un EHPAD est en moyenne chez nous à 3 500 € et qu'avec un EHPAD à domicile, cette nouvelle solution, les gens peuvent rester à domicile comme ils le souhaitent, eh bien, ils sont prêts à faire cet effort. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Voilà. Il faut voir que le maintien à domicile, ça peut être, comme vous le disiez, des GIR 1 ou 2, et on est capable aujourd'hui d'accompagner des gens à domicile et d'éviter l'institutionnalisation qui n'est pas leur souhait en majorité. Donc voilà, il faut changer aussi ça. Très bien, merci. Florence Meunier, vous vouliez rajouter quelque chose? Il y avait une question sur comment travailler avec vous quand on était, je crois, une entreprise. Oui, merci. Je vois la situation à laquelle vous faites allusion. Je ne voudrais pas avoir l'air de botter en touche, mais c'est quelque chose de très particulier qui est un petit peu à part de ce qu'on discute aujourd'hui. Juste pour vous répondre, nous avons au sein des Petits Frères des Pauvres des établissements aussi qui sont gérés par une structure qui s'appelle AGE, Association de gestion des établissements. La maison de Morinvilliers dont vous parlez, c'est un château, donc une maison de vacances des Petits Frères des Pauvres. Et je pense qu'effectivement, de temps en temps, on fait appel à des prestataires pour des vacanciers qui viennent pendant un certain nombre de jours. Je crois même me souvenir de ce à quoi vous faites allusion très précisément. Il y a des responsables de ces maisons, mais ils dépendent de la structure AGE. Donc aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous répondre de façon très technique. En revanche, ce que je vous propose, c'est de reprendre vos coordonnées et de vous mettre en lien avec les gens d'AGE, parce que dans toutes les maisons de vacances Petits Frères des Pauvres, il y a des intervenants pour les soins ou pour les aides à la toilette, etc. Donc il y a des choses possibles. Et là, il y a peut-être eu un petit bug, quelque chose, mais voilà, on peut en échanger en direct. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci à nos intervenants et on pourra poursuivre la discussion bilatérale. Il y a une question sur laquelle on n'a pas répondu, c'est la problématique de l'emploi direct. Oui, de l'emploi direct. Ouais. Je ne sais pas si ça s'appelle... J'ai pas de réponse. Voilà. Ouais, ça. Je sais que ça augmente. On m'a même dit que ça a augmenté. Non, ce n'est pas ce qu'on a au niveau statistique. Au niveau national, on a plutôt une diminution du particulier employeur. Et peut-être, mais alors, je sais que c'est une question qui est très compliquée. Alors moi j'ai une proposition. Allez-y, une proposition. Les mêmes obligations d'un côté comme de l'autre.
Oui, ça me paraît être une proposition qui effectivement a du sens, parce que sur le reste, si je peux me permettre, c'est vraiment la liberté des gens. Donc voilà, on ne peut pas interdire un particulier d'un emploi chez un autre. Ça permet de résoudre pas mal de solutions. Il y a aussi un sujet sur ce qu'on leur offre chacun, c'est-à-dire la qualité de service que peut amener quelqu'un tout seul par rapport à la qualité de service que vous pouvez amener en tant que structure. Il y a les conditions d'emploi aussi que vous pouvez amener à quelqu'un par rapport à quelqu'un qui va aller travailler dans l'emploi direct, parce qu'il il devra lui-même aller chercher tous ses clients alors que vous les avez, etc. Très bien. Et puis, moi, je partage ce sentiment-là pour connaître bien ce secteur, qui est effectivement, en termes d'exigences réglementaires demandées, autant il y en a toute une série, elles sont assez importantes pour l'ensemble aujourd'hui des SAD, hein, associations, entreprises ou même organismes publics. En revanche, il y en a pas du tout. Il y en a un petit peu sur le mandataire, hein, il y a l'agrément toujours, il n'y en a aucune sur le particulier employeur. Peut-être qu'effectivement, il pourrait y avoir quelque chose là-dessus. En tout cas, voilà, Madame la députée peut entendre ce message-là. Oui, j'ai pris la question. Je ne sais pas quoi répondre aujourd'hui. J'ai 50% de mes ex-salariés, puisque j'ai vendu ma structure. Il y a 50% de mes ex-salariés qui se sont mis en emploi direct. Et c'est vrai qu'elle gagne le double. Hein. Vous dites qu'elle devrait s'appliquer aussi à l'emploi direct. Cette réglementation, elle est nécessaire pour une bonne qualité de service. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la même exigence au niveau de la qualité de service de l'autre côté. Pour le particulier employeur. Alors, on travaille dessus. J'ai cru comprendre que certains départements avaient beaucoup réduit et freiné, on va dire, la passe sur l'emploi direct. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment possible, pas possible, ou comment ils le gèrent. Pas vraiment, en fait. Juridiquement, il y a le libre choix, donc normalement. Voilà. N'est-ce pas? Non, mais dans le particulier employeur, il n'y a aucune exigence. Et la proposition de monsieur... Oui, tout à fait. Non, mais oui, bien sûr. Il touche là pas. Il y a quelque chose de curieux. On touche une allocation sociale et on peut l'utiliser en employant quelqu'un qui n'a aucune qualification sociale ni autre. Peut-être ça pourrait être une proposition intéressante. Dans les Yvelines, c'est vrai on incite fortement nos travailleurs sociaux qui montent les plans d'aide à inciter fortement à être sur des modes prestataires pour les personnes les plus dépendantes. Après, ça reste de la préconisation, quoi. Je vous propose vraiment de conclure cette table ronde. Merci à nos intervenants, et puis vous pouvez continuer les discussions en bilatéral, et bonne continuation dans ce forum. Merci à vous.